Alors justement, puisqu'on parle d'avenir politique, quel avenir pour la France et le monde, et puis pour la France dans le monde en 2024 ? Il y a en gros 3 grands enjeux. Si on les prend dans l'ordre, le premier, ça sera les européennes Effectivement, de le juin 9 juin. prochain. Oui, mais il y a des chances tout de même qu'elles illustrent un minimum la tendance politique générale qu'on vient de dessiner, à savoir une droitisation encore plus nette du pays. Le RN qui racole en tête de tous les sondages autour de 30%, avec quand même bien 10 points d'écart, enfin 10 points d'écart établis en tout cas avec le camp présidentiel. On a Reconquête et les Républicains qui sont crédités à 8%. Donc si rien qu'à ce niveau-là, on peut dire que le bloc de droite fait à minima 40% jusqu'à 45%, en sachant que c'est la proportionnelle. Donc ça fait quand même une droite qui est très forte dans le paysage français. Là. La question c'est justement, puisque c'est une élection qui est proportionnelle et que sur les 80 députés en gros qu'on va envoyer, il y en a quand même 600 autres en gros qui viennent d'autres pays, et dans quelle mesure est-ce que ça illustrera un potentiel changement de politique européenne? Oui, parce que le premier fournisseur de l'extrême droite en Europe, c'est déjà la France. Donc c'est toujours plus, mais... L'Italie peut-être maintenant aussi va... Mais je veux dire, si on regarde je sais plus, les contingents du PPE, c'est l'Allemagne, l'Autriche, puis les Pays-Bas, tout ça, c'est des pays qui envoient beaucoup de députés. Et qui font que pour l'instant, le centre droit reste majoritaire. Après, n'oublions pas quand même que le Parlement européen a un pouvoir contraignant et d'initiative législative extrêmement limité, ce qui pourrait aussi peut-être créer... Oui, mais ça donne la couleur politique. Ouais. Si c'est pas techniquement pouvoir d'initiative, ça donne au moins une couleur politique dont on peut pas... Et quand même une influence sur la nomination de la commission. Bah, il faut qu'elle soit approuvée. D'ailleurs, ce serait marrant pour la première fois, éventuellement, même si je ne crois pas que ça en arrive à ce stade-là, puisque dans les prévisions aujourd'hui, on n'a quand même pas une majorité de la droite dure au Parlement. On a juste une grosse percée, ce qui est bien, mais tout de même, à terme, ce serait amusant, peut-être dans 5 ans, d'avoir eu une instabilité structurelle au sein des institutions européennes. Mais bon, peut-être que justement les changements de gouvernement s'aligneraient dans ce cas, et ce serait d'ailleurs plutôt le sens naturel des choses, et donc il n'y aurait pas d'instabilité. En tout cas, c'est plutôt ça le sens de l'histoire. Et je dirais quand même que là où ce qui est d'autant plus marquant, c'est qu'on est sur une élection à la proportionnelle, donc où théoriquement le vote utile a moins de prise. Et d'ailleurs ça, la France Insoumise va le sentir passer, puisque elle est à gauche créditée de quasiment 3 fois moins d'intention de vote que son score au présidentiel. La gauche va d'ailleurs s'en servir, les écologistes et les socialistes, pour se remettre dans la course à la présidentielle et pour ne pas faire du successeur de Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Luc Mélenchon le candidat tout désigné. Mais au même titre, à droite, on peut considérer que c'est là où Reconquête et les Républicains ont leur épingle du jeu à tirer. Oui, mais après, les conséquences sur la vie politique nationale en sont... Je ne vois pas de recomposition de long terme des forces politiques après cette élection. C'est vrai. Mais ça peut faire émerger des personnalités. Oui. Bon, visiblement pas pour les Républicains, puisqu'ils ont choisi... Enfin, il est quasiment certain qu'ils ont choisi François-Xavier Bellamy pour prendre la tête de liste. François-Xavier Bellamy qui est donc Marion Maréchal Le Pen en moins efficace, si je puis dire, ce qui risque de... C'est quand même le moins mauvais du parti. Ah non, mais il est très bien. Mais en termes de différenciation idéologique... Il n'y a pas beaucoup de place à jouer. Et puis en termes de tenue de plateau politique, puisque c'est aussi... Des élections, c'est aussi une campagne, je parierais plus sur la capacité à convaincre quand même un électorat de Marion Maréchal Le Pen que sur celle de François-Xavier Bellamy. Bon, là, on est dans le cosmétique, mais... oui, mais les européennes, c'est... Finalement, la partie la plus importante, c'est peut-être la partie médiatique. Et d'ailleurs, en parlant de aussi, jeunisme... ceci dit, puisque c'est quand même le sujet des européennes, que plus personne à droite... ni à gauche ne revendique, ne remet en cause la construction européenne. C'est vrai que c'est plus un axe de clivage majeur. Ce qui s'explique en partie, on va dire, par la situation russe. Oui. Géopolitiquement, ce serait compliqué, effectivement, de considérer qu'il ne faut pas au moins une structure commune. Et on parlait de jeunisme tout à l'heure, mais en termes de tête de liste pour les européennes, on a quand même
à droite, 3 personnalités qui ont moins de 35 ans, qui vont prendre les têtes de liste. Qui est la troisième? Bellamy? Oui, Bellamy, Il a moins de 35 ans? Attends, je vérifie immédiatement ce que je dis, mais oui, Bellamy est très jeune. Et même à gauche, on a quand même Manon Aubry, qui est loin d'être très âgé. On a Raphaël Glucksmann, qui n'est pas non plus un vieux croulant. Et pour les écologistes, Marie Toussaint, qui n'est pas non plus très âgée. On ne sait pas encore qui sera le candidat de la Macronie, ce serait marrant que ce soit eux qui aient le doyen de l'élection d'ailleurs. Mais donc, on va voir se dessiner des profils qui sûrement auront à terme leur courant politique ou seront représentatifs de leur courant politique. Donc ce sera intéressant aussi à ce niveau-là. Mais c'était un petit peu le cas de la dernière fois déjà. C'est une partie des têtes de liste qui sont reprises. Ça fait un petit peu élection présidentielle, comme on fait parfois les débats avec les jeunes des partis. Oui. Ça veut dire que c'est pas très sérieux quand même. Ouais. C'est pas un enjeu fondamental. Les têtes de liste sont souvent justement de l'image et reprennent généralement pas la tête de la délégation au Parlement européen. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit Jordan Bardella, le chef de la délégation RN au Parlement européen. Je pense pas. Je crois que c'est François-Xavier Bellamy en revanche, qui, je viens de vérifier, effectivement, j'ai dit une connerie, à 39 ans, mais donc moins de 40 quand même. Mais c'est quand même un sujet beaucoup moins important que celui des Jeux Olympiques qui arrivera juste après cet été et qui aura lieu donc à Paris et qui fait évidemment couler beaucoup d'encre. Ah oui, parce que ça va être, plus on avance et plus on découvre comment vont se dérouler ces jeux et plus on passe de déconvenu en déconvenu, puisque sur à peu près tous les plans, c'est une grande débâcle qui s'annonce. Et malheureusement une débâcle filmée en mondiovision et qui risque d'entériner définitivement le peu de rayonnement que peut encore représenter la France à l'étranger. Puisqu'on voit que les logements construits ne se vendent pas. Bizarrement, ils sont situés dans le 93. Alors bizarrement, ils ne se vendent pas. Il y a des choses comme ça. Je t'en prie, explique-nous, Dimitri. Mais quelle raison? je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier. Ah oui, bien sûr. On voit aussi peut-être symboliquement que les bouquinistes se font mettre dehors par la mairie de Paris. Ça aussi, c'est un symbole, puisque probablement qu'ils ne seront pas remis à leur place après. On voit de manière générale beaucoup d'argent dépensé. Je crois que la piscine ou le stade, je ne sais plus, qui a été construit, n'est pas aux normes. Ah. Et donc il va falloir construire un autre, ou en utiliser un autre. Parce que construire là c'est un peu tard quand même. Alors on va en utiliser un autre, mais... C'est quoi, ils n'ont pas pensé à faire la longueur de... Ça ne correspond pas aux normes olympiques. Ok, très bien. Il y a ce fameux argument de... On est censé voir Anne Hidalgo nager dans la Seine cet été. J'attends de voir ça. Peu importe le résultat d'Anne Hidalgo qui nage dans la Seine, on sera satisfait quoi qu'il arrive. Ah bah politiquement, c'est pas mauvais. Pour nous. Ça me rappelle le ministre indien qui avait voulu boire l'eau du Gange, tu sais, pour prouver que c'était pas si pollué que ça, qui était parti à l'hôpital pendant plusieurs jours après. Qui sait, peut-être qu'Anne Hidalgo connaîtra le même sort. Ça sera peut-être le salut pour la ville de Paris, finalement, puisque une chose en entraînant une autre. Et puis, finalement, en fait, on se rend compte que le grand enjeu de ces Jeux Olympiques, c'est évidemment pas du tout le sport. Enfin, c'est rarement le sport, l'enjeu de ces manifestations. Mais en l'occurrence, ça va plutôt être la sécurité, puisqu'il va falloir sécuriser massivement tous les sites, un énorme afflux de touristes. Et c'est d'ailleurs le grand enjeu qui inquiète le gouvernement. Je crois même qu'on parle d'engager l'armée pour sécuriser un certain nombre de... Ça paraît pas illégitime comme mesure. Et on sait qu'il peut se passer des événements... Surtout qu'il y a quand même un certain nombre de précédents aux Jeux Olympiques. Précédents qui, d'ailleurs, au vu de l'actualité israélienne, sont d'autant plus inquiétants, je pense, pour le gouvernement. Oui, le précédent, c'est les JO de Munich. Oui, où il y avait toute la délégation israélienne qui avait été empoisonnée. Enfin, toute la délégation, j'exagère un peu, mais effectivement... Oui, et puis... il y a évidemment les attentats, il y a évidemment, puis peut-être plus trivialement, la mauvaise gestion de faire le Stade de France récemment, grand fiasco à l'horizon. Et puis la dernière actualité
Et puis oui, l'année se terminera en beauté avec en novembre le retour de l'élection américaine. Enfin d'ailleurs ça se terminera pas parce que ça va être aussi le grand sujet qui nous prendra 11 mois sur 12 de cette année. Mais jusqu'à juillet on a les primaires. Et avec effectivement le duel Biden-Trump qui se dessine à nouveau. Qui se dessine à nouveau, avec d'ailleurs un petit outsider qui est le descendant de Kennedy, je crois. Enfin, qui fera une candidature de témoignage. Grand bien lui fasse. Mais non, je dis ça parce qu'il est un petit peu traité de complotiste, etc. C'est un personnage un peu original. Mais qui sera en indépendant. Je crois, oui. Oui, donc les indépendants aux États-Unis, je pense depuis 70 ans. De toute façon, je crois que dans les sondages, il est peut-être à 10 ou 15%. Ah, tout de même. Dans un scénario à 3. Enfin, c'est quand même énorme pour un indépendant aux États-Unis. En tout cas, dans tous les cas, dans les sondages actuels, sur le scénario donc, classique Biden-Trump, le score est très serré, alors légèrement à la faveur de Trump, qui ressort plutôt populaire de ses ennuis judiciaires, qui pourtant sont un enjeu important, puisque très récemment, en décembre, 2 États l'ont déclaré inéligible à la primaire, d'abord, mais a priori, il pourrait être inéligible à la présidentielle. En fait, ça veut dire que son nom ne sera pas proposé sur les bulletins de vote. Or, c'est le Maine et le Colorado, et on sait que le Maine, par exemple, peut être un enjeu pour Trump, même si, a priori, évidemment, Trump a fait appel, et c'est la Cour suprême à qui incombera la décision finale. On sait qu'elle est plutôt favorable à Trump, puisqu'il a nommé 3 juges sur les 9 juges. Donc elle est à tendance conservatrice. Ça, c'est peut-être son dernier coup de poker. Je me souviens, c'était... De nommer à la toute fin de son mandat, dans la dernière année, 2 juges, je crois, qui ont été nommés. 3. Les 3 dans la même année ? Non, pas dans la même année. Ok. Mais effectivement, quelques mois avant, ça devait être quelques mois avant l'élection, il avait nommé une dernière juge. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que l'ancienne juge qui était démocrate était effectivement en fin de vie, donc voulait à tout prix s'accrocher pour qu'au moins ça passe à la mandature suivante pour pouvoir être remplacé par quelqu'un de son camp. Ginsburg, qui est d'ailleurs une synthèse un petit peu de tout ce que peut représenter l'Amérique de la côte Est. Oui. Mais en gros, oui, donc il y a cette question quand même des ennuis judiciaires qui vont le tenir quelque temps. Il était, je crois, hier à la Cour d'appel de Washington pour se défendre. En gros, à mon avis, il y a 2 enjeux dans cette élection et pour la possible réélection de Trump. Donc c'est d'abord la question de la justice qui nous amène, nous, à la question du gouvernement des juges, puisque c'est en gros empêcher un candidat qui convainc à peu près la moitié du peuple américain de se présenter, avec donc ce qu'on lui incombe, je ne l'ai pas dit, mais c'est évidemment Bon, il y a plusieurs choses, mais c'est principalement la dite insurrection du Capitole. Oui. Je crois qu'on lui reproche aussi, c'est la suite, mais de toutes les contestations de l'élection avec la Géorgie, etc. Mais donc ça, c'est à mon avis le premier enjeu, la question du gouvernement des juges. Et puis le deuxième, c'est s'il vient à être réélu, c'est pas sa politique économique ou son avis sur l'Obamacare. Ça, c'est de la politique intérieure, mais c'est plus la politique étrangère. Et notamment pour nous, à mon avis, la question de l'OTAN. Parce que on sait que Trump s'est montré plusieurs fois, quand il était président, très défavorable à l'OTAN, qu'il a plusieurs fois songé à ce que les États-Unis quittent l'OTAN. C'est John Bolton qui disait ça. Et ça c'est l'inquiétude, on va dire, majeure des Européens, parce que ça voudrait dire, on va dire, ou le départ de l'OTAN, ou l'arrêt, ou la diminution massive des aides à l'Ukraine, ça voudrait dire concrètement la victoire de la Russie, puisque les Européens ne peuvent absolument pas suivre sur la fourniture d'armement ou d'aide économique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a quelques semaines, le Congrès américain a voté une loi pour empêcher un président de se retirer de l'OTAN sans en référer au Parlement, ou au Congrès ou le Sénat, même si pour l'instant elle n'a pas de valeur constitutionnelle. Pour l'instant, c'est surtout une loi symbolique, mais on voit que c'est quand même un enjeu important. Mais sur ces 2 choses, il faut quand même dire que l'idée de gouvernement de juge recouvre là 2 réalités. À la fois la critique chez nous, beaucoup plus importante, d'une technocratie qui aurait, on va dire, une culture politique diffuse
et qui serait complètement illégitime parce que pensé comme quelque chose de complètement dépolitisé. Et au contraire, aux États-Unis, une politisation des juges affichée et même pensée électoralement, mais qui derrière a des conséquences sur le système et sur le droit du peuple à s'exprimer, complètement désastreuse. D'ailleurs, je pense que qu'on soit républicain ou démocrate, dans l'absolu, le fait qu'éventuellement on puisse nommer, pratique qui n'existait pas d'ailleurs il y a 40 ans, mais qui s'est très largement radicalisée ces 20 dernières années, des juges jeunes volontairement pour s'assurer d'avoir des décisions constitutionnelles qui soient favorables idéologiquement à son camp, est quand même un signe de tension au sein du pays et de refus de communication entre les deux bords, très impressionnant. Donc globalement, le fait qu'il y ait cette porosité dans les institutions judiciaires américaines ne peut qu'illustrer et tendre d'autant plus la situation politique du pays. Oui, bah, qui est un pays parfois au bord de la sécession. Hein. C'est d'ailleurs... c'est plus ou moins fort selon les événements. On se souvient à l'époque de l'affaire George Floyd, c'était très très compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, si jamais, on va dire tout l'enjeu depuis 2020 autour de l'élection volée ou pas, c'est la fin du consensus qui permet la démocratie, qui en gros est que le perdant reconnaît qu'il a perdu et reconnaît la légitimité du gagnant. Ça, c'est en gros le consensus démocratique. Chose qui ne s'est jamais produite en 2020 d'ailleurs. Si ce consensus n'est plus reconnu, effectivement, c'est la sécession. Pas territoriale, enfin quoique. D'ailleurs, c'est toujours marrant, on retrouve les États-Unis, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, les lignes de démarquage géographique. Mais on va dire, oui, sécession entre les gagnants et les perdants. De la mondialisation. C'est la mondialisation, même si pour les États-Unis, c'est un peu particulier. Mais... Après, quelque part, on peut y voir... une aubaine non choisie pour l'Europe, de se penser en dehors d'une logique complètement... qu'est-ce qui représente l'Occident et notre civilisation aujourd'hui? C'est le commerce et le libéralisme, parce que justement on est à la traîne derrière les États-Unis et toujours à suivre avec 6 mois de retard leurs décisions. S'il venait à y avoir une volonté d'indépendance des États-Unis, en tout cas dans leur pensée stratégique militaire, ce qui me semble quand même peu probable, hein, mais bon, il y a toujours des aléatoires, ça pourrait quand même relancer quand même la stratégie militaire européenne, l'idée d'avoir une autonomie à ce niveau-là stratégique. Chose que tout le monde dit depuis des années, mais que personne ne fait. Ce qui est marrant, c'est que les choses vont se produire à l'inverse de ce pourquoi elles auraient été produites, puisque qui en Europe défend la souveraineté européenne? On va dire que c'est le camp nationaliste, et finalement, ça va peut-être se produire quand un nationaliste sera élu aux États-Unis. C'est un peu comme pour les européennes. Finalement, peut-être que l'Union européenne explosera juste avant que l'extrême droite arrive au pouvoir. Bon, ça, c'est les ironies de l'histoire. Peut-être aussi dire que le fait que le peuple soutienne, enfin on va dire le peuple de droite ou le peuple républicain soutienne massivement Trump, alors quand même que l'insurrection du Capitole c'est quelque chose, hein, on n'a aucun équivalent chez nous. Hein. C'est pas seulement de l'extrême droite, c'est l'idée qu'il est hors du jeu. Ça nous donne peut-être, pour moi, une petite leçon de résistance populaire, au moins on va dire dans l'opinion, parce qu'on s'est beaucoup moqué de ce pays, parce que c'était les dérives du wokisme avant l'heure, parce que c'était tout ça, mais aujourd'hui ce pays nous donne une leçon de résistance, en tout cas une partie de son peuple, et y compris d'ailleurs dans le wokisme, puisque pour le coup le peuple américain réussit à... Alors c'est peut-être le fait que ce soit un État fédéral, mais on aimerait ce genre de prise de conscience chez nous, et pour l'instant force est de constater que c'est pas tout à fait le cas. Et que les digues n'ont pas encore sauté, les digues mentales. En tout cas, ils ne s'embarrassent jamais de pudeur de gazelle, n'est-ce pas, dans le débat public. Ça, c'est vraiment pas l'identité américaine de liberté. Voilà. Parce que même les conservateurs américains n'ont pas de mal à dire ce que je veux, c'est mes idées. Et d'ailleurs, le wokisme, quelque part, passe aussi par le camp national là-bas, avec de fortes interdictions de livres qui sont franchement pas méchants dans les écoles, au nom de la morale publique. Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Bien sûr.
Mais c'est comme ce qu'on a appelé la montée de la politique identitaire aux États-Unis, qui est arrivée chez nous, et que les anti-wokistes ont cessé de condamner. Il faudra un jour qu'on parle de ce que c'est que l'anti-wokisme. Cette fameuse politique identitaire dont on a dit tant de mal et qui corrompt le contrat républicain, etc., c'est tout simplement que depuis 40 ans, la question identitaire, elle était partout, mais pour tous les groupes, sauf pour le groupe majoritaire, en gros. Ouais. Et que le fait qu'aujourd'hui, le français revendique un peu son identité, c'est tout simplement... on a permis à tout le monde, contre lui-même, de défendre son identité. Il fallait absolument que le jeune, le gay, le migrant revendiquent leur identité. Mais le français de souche, il avait le droit à rien. Et aujourd'hui, il essaye un peu de revendiquer, c'est tout simplement la conséquence, de revendiquer son identité, et c'est ce qu'on lui reproche. Je pense qu'on a fait le tour, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, on n'a jamais fait le tour, mais en tout cas, ça nous donne quelques perspectives sur lesquelles on va revenir dans les prochaines vidéos, évidemment. Nous vous remercions d'avoir suivi ce nouveau podcast. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite. Et pensez justement, pour nous soutenir, à vous abonner, à regarder nos autres vidéos et à appuyer sur la cloche. Avril succède à mai, et mars vient juste après. À quel drôle de saison, que nous vivons. Et puis c'est février, et suivi du mois de janvier, et décembre va venir, on ne sait plus quoi dire. L'année passée, c'était beaucoup plus calme. Cette drôle d'année renversée ne manque pas de charme. Décembre est dépassé et novembre a commencé. Et si ça pouvait seulement durer longtemps. Si ça pouvait durer et jusqu'au mois de juillet et jusqu'à ce foutu soir où tu m'as laissé choir.